Bon, je suis devant les dérèglements de l'horloge. Je me fie à ma montre. Oui, il est 10h30 maintenant. Nous allons commencer, surtout que le cours d'aujourd'hui est particulièrement dense, puisque nous avons commencé au cours précédent la lecture du sermon sur l'aspect réel des entités, Shohojiso, qui est le 43e sermon, chapitre de la version en 75 sermons du Shobogenzo. Et nous avons vu dès ce tout début de la lecture la façon singulière dont Dogen procède avec ses sources. Nous avons vu comment, dès les premiers mots, il inverse en lecture explicative, en kundoku japonais, la relation grammaticale de la locution de 4 caractères qui est donnée dans le titre sous sa forme canonique, l'aspect réel des entités, Shohojiso, qui est glosé immédiatement comme l'aspect réel est les entités. C'est tout à fait aberrant du point de vue de la grammaire, enfin pas si aberrant que ça, mais ça ne s'est jamais fait, et ça subvertit dès le prime abord notre intelligence de ce dogme tel qu'il a été formé par le Tendai, comme je vous l'avais montré. Nous avons assez vu, cet aspect réel ne se découvre qu'au terme d'une pratique contemplative fondée sur le lotus dans le Tendai, et ayant pour objet les entités phénoménales, les shoho, n'est-ce pas? Celle-là même qui était définie comme fondamentalement impermanente et dépourvue de nature propre dans le bouddhisme traditionnel. Sous les entités, si l'on peut dire, la réalité. Ici, c'est bien l'inverse. Dogen pose tout d'abord l'aspect réel comme évidence première auquel se ramènent les entités. On peut voir là, par-delà cette première impression d'étrangeté, une permutation presque naturelle dans la phraséologie bouddhique. Tout le monde connaît le Sutra du cœur, n'est-ce pas, le Hanya Shingyo, dont l'une des phrases principales, l'une des propositions principales est Shiki Sokuze Ku, Ku Sokuze Shiki, c'est-à-dire le visible n'est que vide ou vacuité, la vacuité est le visible. Dans laquelle, dans cette phrase, la prédication du vide au visible de la première proposition est inversée. Je ne vais pas entrer dans les digressions que cela pourrait faire, mais en tout cas, elle n'est pas commune sous cet énoncé que choisit Dogen. Et il est peut-être le premier, lui, sur le modèle donc, de ce Shiki Sokuzeku, Ku Sokuze Shiki, à poser la proposition Jisso wa Shoho Nari, en inversant le bon sens, si vous voulez. Ainsi, Dogen part-il très fort, si vous me permettez. Après cela, comme pour renforcer son premier tour des 10 incités, où nous l'avons vu partir des 2 premières incités canoniques, l'incité d'aspect, Nyose So, et l'incité de nature, Nyose Sho, il se dégage aussitôt de la liste traditionnelle pour faire le tour de son monde de la pratique monastique. Et il redonne telle quelle la lettre du sutra, après cette première digression surprenante pour le lecteur et l'auditeur, il redonne telle quelle la lettre du sutra avec la liste traditionnelle des 10 incités pour montrer justement, comme par contre-exemple, combien il s'en est détaché. Mais cette citation scripturaire, à peu près là où nous en sommes restés la dernière fois, apparaît comme une pause avant de repartir de plus belle sur l'épuisement des possibilités qu'offre le texte canonique. Il nous est impossible, dans les 2 leçons, dont c'est la seconde aujourd'hui, que nous pouvons seulement consacrer à ce sermon, d'en suivre les méandres, et nous devrons nous contenter d'en relever quelques points intéressants directement de notre enquête. Et pour commencer, restons quelques instants sur la première proposition du développement que reprend Dogen après sa citation scripturaire. L'absolue égalité, je vous donne l'absolue égalité d'origine et de fin telle qu'elle est dite par l'ainsi venu, est l'auto-énonciation de l'aspect réel des entités. Vous voyez qu'il y a des choses assez surprenantes dans l'énoncé même de cette phrase. Ce que je traduis par l'auto-énonciation, c'est Zidou-shu de la dernière ligne, les 3 derniers caractères chinois que vous voyez ici, sur lesquels je reviens tout de suite. Et vous voyez que telle qu'elle est dite par l'ainsi venu traduit ici Nyoraido. Remarquons tout d'abord l'usage que fait Dogen de la seconde dimension de la langue chinoise,
qu'il a découverte dans l'idiome des maîtres de Chan, c'est-à-dire la dimension de langue parlée, ou plus, on pourrait presque parler d'un idiolecte, une langue propre à l'école Chan. Un usage remarquable qui consiste, comme dans le vocabulaire poétique du waka, à sursaturer les termes qu'il utilise, au point que la traduction en devient extrêmement ardue. En tout premier lieu, nous le voyons ici, nous sentons chez lui comme une jubilation à charger d'un sens inhabituel l'un des termes les plus fondamentaux du bouddhisme sino-glossique, de langue chinoise à travers les peuples non chinois, c'est-à-dire le caractère dao, michi, n'est-ce pas, do ici, dont le sens de voix et d'éveil est évidemment primordial. Il y joint le sens du chinois parlé tel qu'il apparaît dans les textes Chan des dynasties des Tang et des Song, donc à partir du 8e, 9e siècle et après, n'est-ce pas, jusqu'au donc 10e, 12e siècle pour les Song. Et ce sens du chinois parlé qui deviendra usuel dans les romans chinois, dans les grands romans chinois des Ming et des Qing, n'est-ce pas? Donc Tao en chinois se lirait dans ce cas-là yu en japonais, et ça veut dire dire, parler. Ce n'est plus la voix ni l'éveil. Donc vous voyez qu'on charge déjà ce Tao qui avait déjà en chinois le sens fondamental que l'on connaît, plus les sens du sanskrit marga et bodhi et pratipad, devient en plus chargé d'un sens de chinois moderne. Donc c'était un usage fort restreint avant le Chan, et il était pratiquement inexistant au Japon à l'époque, en dehors des textes zen, mais Dogen en fait désormais un usage immodéré. Nous le voyons dès les premiers mots de ce paragraphe avec la locution Nyoraido. Les moines versés dans le style chinois ordinaire des textes bouddhiques ne comprendront cette expression, et avec raison, que comme voix de l'ainsi venu, la voix de l'ainsi venu, ou bien l'éveil de l'ainsi venu, et que nous pourrions considérer comme une variante de Butsudo, n'est-ce pas, la voix de Bouddha, l'éveil de Bouddha, que l'on trouve constamment dans les textes bouddhiques. Mais Nyoraido est plus rare que Butsudo. Mais Dogen, prenant le sens du chinois moderne en plus du sens classique, moderne pour son époque, multiplie par deux les possibilités sémantiques de la locution Nyoraido, qui peut alors signifier voix d'ainsi venu et parole d'ainsi venu. Dans le passage que nous avons, je fais une incidente, je ne devrais pas parce que nous n'avons pas le temps, mais c'est exactement ce qu'a fait Matteo Ricci lorsqu'il a traduit le prologue de l'évangile de Saint Jean en chinois. Au commencement était le verbe, était le logos, il a traduit logos par Tao, n'est-ce pas? Et donc vous voyez que c'est quelque chose qui est inhérent à la langue chinoise dès qu'on connaît le chinois parlé. Dogen a précédé Matteo Ricci de quelques siècles, puisque c'est autour de 1600 pour Matteo Ricci. Donc, dans le passage que nous avons sous les yeux, nous avons un excellent exemple de l'usage langagier de Dogen et de ses successeurs, où se superposent des sens qui ne devraient pas se trouver si l'on se fiait à ce qu'il faut bien appeler la grammaire. Il semble fort douteux que l'on puisse en bon chinois parler, comprendre tel quel ce Nyoraido comme l'absolue égalité d'origine et de fin dont parle l'ainsi venu. C'est le sens dans lequel le prend Dogen, n'est-ce pas? Mais si vous lisez à partir du sino-japonais normal, vous ne pouvez pas comprendre comme ça. Mais tout le monde sait que Dogen le lit comme ça, on le sait par l'usage de son... par l'habitude, par sa lecture, n'est-ce pas? Et à plus forte raison, bien sûr, déjà en chinois, ça serait difficilement possible, mais encore moins possible en japonais. Dans la phrase que nous avons ici, seul le sens de voix d'ainsi venu serait pertinent. Mais nous voyons que, fort subtilement, en commençant cette phrase par iwayuru, dont le dernier paragraphe, qui correspond en chinois, suowei. C'est ce qui veut dire le c'est-à-dire ou bien ce que l'on dit ou ce que l'on appelle. Donc, nous savons aussi que ce iwayuru, par l'usage que nous avons vu de Dogen la dernière fois, il reprend bien ce iwayuru dans le sens du sutra qui est suowei. Donc, ce qui correspond parfaitement presque à la phrase chinoise correcte qui équivaudrait à Nyoraido serait Julai Suo Dao.
si on veut dire, dans le sens de ce que le Bouddha dit. Mais disons que Dogen le glose, ou le pré-glose par Iwayuru, c'est-à-dire qu'il indique comment il faut comprendre ce Do. Donc il annonce, volontairement ou non, je pense que c'est volontaire, puisque nous voyons bien que Dogen, vraiment, c'est avant tout une conscience du langage, n'est-ce pas? Il nous annonce la façon dont il faut comprendre Nyoraido. Il est aussi très intéressant de voir que notre moine, en reprenant son développement, commence par la dernière des 10 incités. Cette absolue égalité du début et de la fin, du commencement et de la fin, de la racine et de l'extrémité, c'est la 10e et dernière. Et qui, comme son nom l'indique, et là il faudrait se référer à un article que j'ai écrit là-dessus, mais on n'en a pas le temps de le faire, la 10e incité, la dernière, comprend en elle toutes les autres et les récapitule. Cette récapitulation concerne d'une part les 9 incités précédentes, ainsi que nous rappelle ce poème à thème bouddhique de Jien, n'est-ce pas, un Shakyoka de Jien, Kokonotsu ni hirakishika domo, tachigaeri, minashitotsu ni zo, meguri irinuru. Les portes, je vous traduis, les portes qui en 9 se sont ouvertes, donc les 9 incités précédentes, n'est-ce pas, au moment du retour, reviennent toutes à entrer par la seule et unique. Littéralement, sous-entendu, la seule et unique incité, la seule et unique vérité. Nous allons voir que c'est une idée que reprend Dogen. Jien décrit bien ici le rôle qu'il attribue, en bon scoliaste du Tendai, à cette ultime incité. Elle est le lieu de réintégration de l'ensemble de la contemplation qui s'est déroulée tout le long du phénoménal, puisque les 9 incités précédentes sont une façon de parcourir le regard qu'ont les Bouddhas de parcourir du regard l'ensemble du phénoménal, pour aller justement au-delà de ce phénoménal qui est la réalité, l'aspect réel, n'est-ce pas, le Jisso. Remarquons en passant que Jien conserve bien dans ce poème l'idée selon laquelle ces incités sont différenciés par niveau de contemplation. Le contraste entre 9 et 1 l'indique suffisamment. Vous voyez que Minashitotsu ni zo, meguri irinu, donc elle fait le tour et elle revient au point de départ, c'est vraiment le regard qui parcourt le phénoménal. Il y aurait plusieurs wakas qui mériteraient d'être cités ici pour esquisser la façon dont cette 10e incité était conçue à l'époque de Dogen, au moment en tout cas où il s'initiait aux doctrines du Tendai sur le mont Hiei et où il composait lui-même des poèmes sur le lotus. Mais nous n'en donnerons que 2 autres, intéressant directement notre propos, vous allez voir pourquoi, pour la compréhension qu'ils reflètent. Le premier est de Yoshitsune. Je ne reviens pas sur ces poèmes, sur les poètes eux-mêmes. Voici donc, je vous donne simplement ma traduction, n'est-ce pas? Et vous voyez encore une fois le Shitotsuzo, n'est-ce pas? L'unicité derrière la diversité. Même comprenant parfaitement que la rosée de la fin, Sue no Tsuyu, ou de l'extrémité, avec la goutte du début, Moto no Shizuku, c'est un thème extrêmement fréquent, n'est-ce pas? Moto veut dire aussi la racine, donc l'extrémité qui est sur la rosée qui est à l'extrémité des feuilles tombe et elle tombe à la racine. C'est une image de cette parfaite égalité du début et de la fin, de l'extrémité et de la fin, qui est dans le lotus. Les poètes l'ont utilisé jusqu'à la ligne. Donc, même comprenant parfaitement que la rosée de la fin, avec la goutte du début, ne fait qu'un, ma manche en est trempée. La traduction privilégie ici la compréhension. Je ne cherche pas à faire une traduction poétique. On remarque en passant omoi hatsu, omoi hatete, qui, avec le suffixe hatsu, qui s'écrit kyo en japonais, n'est-ce pas? C'est le kyo de kukyo, donc qui reflète discrètement le kyo de kukyo de l'expression donc, que j'ai traduit par mener, scruter jusqu'au bout, et hatsu veut dire aller jusqu'au bout aussi, ce que j'ai traduit ici par comprenant parfaitement. Omoi hatsu, c'est penser jusqu'au bout. Le sens est clair dans ce poème bouddhique. Le poète a bien compris la portée de cette incité qui démontre que le déploiement phénoménal se ramène en définitive à une profonde unité essentielle qui est l'aspect réel, mais il ne peut malgré tout s'empêcher de verser des larmes sur ce corps qui est la condition humaine éphémère.
il y a le dogme d'un côté et puis il y a le vécu humain de l'autre. Et voyons encore ce poème du grand contemporain de Dogen, puisque, comme vous voyez, il est mort en 1241, alors que Dogen est mort, il est bien plus, Dogen est né en 1200, Teika est né en 1162, mais il est mort quelques années avant Dogen, grâce à sa longévité. Donc, Fujiwara no Teika, donc je ne reviens pas sur celui qui est sans doute peut-être le plus grand poète japonais. Et voici ce qu'il dit. Et là encore, c'est un poème à double sens, mais qui est classé comme poème à thème bouddhique. C'est un shakyoka dans les anthologies dont on dispose. Donc, voici la traduction. On l'arroserait où se mêle l'armoise. Oh, excusez-moi. Oui, enfin, c'est pas la plaine de roseaux. Je ne sais pas comment on dit. Il faudrait dire la rosellerie plutôt. Dans la plaine de Asajifu, n'est-ce pas? Asaju veut dire la plaine de roseaux. En la plaine de roseaux où se mêle l'armoise, jusqu'au bout des feuilles, y aurait-il du cœur foncier le moindre changement? Alors que le poème de Yoshitsune dépeignait la dimension physique des diversités, celui de Teika s'attache à illustrer la doctrine du rien que penser, Yuishin, n'est-ce pas, Tada Kokoro, qu'à travers la diversité secondaire, Sueba, ici, Sueba Made, jusqu'aux feuilles de toutes les extrémités, donc qu'à travers la diversité secondaire des phénomènes, des entités, des shoho, leur aspect réel, qui n'est autre que la pensée originelle, Moto no Kokoro, demeure en leur tréfonds sans changement. On voit que Teika diffère de Yoshitsune dans la direction de l'identité. Celle de Yoshitsune est prise dans le sens horizontal, l'ensemble des 10 incités, pour ainsi dire, tandis que Teika choisit la relation verticale et ontologique, à première vue. Mais il y a aussi le fait que, vous voyez que Asaji désigne une sorte de jeune roseau, mais ça commence par Asa. Asa qui veut dire, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les poèmes japonais sont surchargés de sens. Et il faut toujours voir les jeux de mots, l'avalanche de jeux de mots qui est toujours derrière. Asa veut dire le chanvre, et le mot yomogi, que l'on traduit par armoise, met tout de suite la puce à l'oreille. Asa ni majiru yomogi, c'est un proverbe bien connu sur lequel je reviendrai. Je reviendrai dans un instant, mais j'attire déjà votre attention là-dessus. Si l'on, vous voyez, donc on peut lire cela, Asa ni majiru yomogi. Si on a estimé que ces poèmes méritaient d'être appelés ici, c'est parce qu'ils expriment une compréhension de la 10e incité qui explique de façon frappante le premier dérapage de Dogen. Vous vous souvenez, il commence par 2 incités canoniques, l'aspect et la nature, et après cela, il énumère l'incité de corps et l'incité d'esprit ou de cœur. Nyose Shin, c'est-à-dire le mi, le corps, et Nyose Shin, c'est-à-dire Kokoro, l'esprit ou la pensée. Ce sont précisément celles qui sont impliquées dans les 2 poèmes que nous venons de citer. Puisque la déploration de Yoshitsune, qui est sur le côté éphémère de notre condition, c'est bien le corps, le mi qui est en question. Que Dogen mentionne explicitement au début de son développement la 10e incité comme auto-énoncé, jidoshi, de l'aspect réel des entités, n'apparaît donc pas comme une excentricité, mais comme une claire conscience scolastique de la place dogmatique de celle-ci, de cette incité, dans l'échelle des 10, à savoir la place la plus importante en tant que synthèse des 9 premières. Elle est d'autant moins excentrique, cette compréhension, que nous la voyons poétiquement étayée par 2 des plus grands poètes de l'époque, sans parler du poème de Jien, qui exprime clairement l'aspect ultime de la 10e incité. Et encore une fois, nous ne pouvons qu'apprécier la pertinence de son insertion de son binôme fondamental corps-cœur, Shin-Jin, n'est-ce pas, chez Dogen, effectivement préparé avant lui par les poèmes formés dans le Tendai. Dogen, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas extravagant, il se place dans une tradition qu'il subvertit d'un certain côté, mais il la subvertit en la magnifiant, pas en la faisant disparaître. Il y a en plus dans ce poème de Teika qui vient d'être vu un sous-entendu qui mérite d'être relevé
au regard de la curieuse dernière incité mentionnée par Dogen. Vous vous souvenez, c'est l'incité que j'avais traduit par la droiture vertueuse des pins et des bambous telle qu'elle. Je ne sais pas si je l'ai remise ici. Oui, voilà, ici. Shoso chikusetsu nari. Il y a en effet dans le poème de Teika, je viens de le dire, aux côtés de l'armoise et des roseaux, une troisième plante, le chanvre, qui se cache dans les deux premières syllabes, ce qui ne peut rappeler que la citation chinoise qui est tirée d'un ancien livre, le Shunzi, n'est-ce pas, Junshi, qui est justement l'armoise parmi le chanvre. L'armoise est une plante tortueuse qui devient droite au contact du chanvre. Le sens caché du poème de Teika, pourtant présenté comme Shakyoka, je vous l'ai dit, c'est un poème à thème bouddhique, et explicitement consacré à la 10e entité, est que le cœur droit ne saurait changer. Alors vous voyez que c'est exactement le sens de la dernière incité de Dogen, n'est-ce pas? Le Shoso Chikusetsu implique la droiture vertueuse, la rectitude du cœur. Et on a beaucoup de peine à penser que la correspondance avec cette droiture vertueuse de Dogen ne soit que le fait du hasard. Soit que le moine zen ait eu le poème de Teika en tête, soit que ce soit une association que l'on trouve par ailleurs. On en trouve des exemples dispersés, mais je n'ai pas trouvé de poème précis sur lequel Dogen, à la fois Teika et Dogen auraient pu se fonder. Il existe peut-être. En tout cas, si l'on tient compte de la contemporanéité de Teika et de Dogen, une connaissance et donc une influence directe de ce poème ne saurait être écartée. Ne nous attardons pas trop sur la locution Jidoshu, n'est-ce pas, qui est reprise ici. Jadi Jidoshu Nari, que je rends par auto-énonciation. Le caractère shu, le dernier caractère de ce trinôme, n'est-ce pas, c'est toru, signifie aussi la saisie conceptuelle. Ça traduit un sanskrit grahati, n'est-ce pas, saisir par la main ou la pensée. Et do, ici encore une fois, est pris dans l'évidence du chinois parlé. C'est aberrant du point de vue du chinois classique, c'est aberrant du point de vue de la terminologie bouddhique traditionnelle. Do-shu pourrait vouloir dire l'appréhension, la prise de la voix ou de l'éveil. Or ici, ça veut dire s'énoncer, énoncer quelque chose, et avec J avant, donc énoncer soi-même, n'est-ce pas? Je vous rappelle quand même que ce shu en chinois, tu, en tant que suffixe après un verbe de perception, est bien attesté en chinois. De perception, donc, nous avons la phrase monshu, c'est-à-dire entendre, prendre par l'écoute, si vous voulez, entendre et saisir, et c'est une formation grammaticale bien attestée en chinois qui indique la réalisation de la perception. Par exemple, en chinois, on dit kanchu. Kanchu veut dire arriver à voir, voir. Et donc, ce n'est pas, encore une fois, une extravagance de Dogen. Simplement, dans un contexte japonais, ça devient incompréhensible. Ça devient, encore une fois, un idiolecte de Dogen. Donc, la 10e incité est pour Dogen bien plus que le résumé de l'aspect réel des entités. C'est le mode même de révélation de cet aspect réel. C'est l'aspect réel se prêchant et se prédiquant lui-même. La seconde partie de sa proposition est plus étonnante, mais on va voir pourquoi. Ce Jadi Jidoshu Nari, c'est l'auto-énonciation des maîtres, Acharya, n'est-ce pas, en sanskrit, Ajadi Acharya, qui prend dans le bouddhisme japonais de l'époque de Heian un sens plus précis, c'est le moine qui est muni des initiations ésotériques. Donc, enfin, vous savez que Dogen, en principe, et l'ésotérisme, ça fait deux, mais là, il reprend Acharya pour se replacer dans la lignée des maîtres indiens. Le sens de cette phrase semble clair si nous le fondons sur la précédente. Elle ne signifie donc pas qu'il s'agit d'un enseignement énoncé par les maîtres, mais un enseignement qui définit les maîtres eux-mêmes,
C'est une affirmation dont nous n'entreverrons la portée que dans la dernière partie de ce sermon. Mais on en a déjà un pressentiment. Certes étonnante comme assertion, mais nous en avons vu l'esquisse dès la première phrase du sermon, la réalisation présentielle, n'est-ce pas, le genjo, des Bouddhas et patriarches, Busso, est l'aspect réel, scruté jusqu'à son terme, Kujin no Jisso Nari. Busso, Bouddha et patriarche, patriarche en tant que Bouddha, Bouddha en tant que patriarche, ça a les trois sens chez Dogen, il faut les distinguer à chaque fois, mais on voit que Jadi ici reprend cette idée de Busso dans le même contexte. Il convient donc de prendre Busso et Jadi comme des synonymes. Et il faut attirer dès maintenant l'attention sur le caractère décisif de cette affirmation, dont on verra qu'elle est nécessaire à la compréhension du dogme sur la prédication de la loi par l'inanimé, qui est certes traité dans un sermon à part, ce sera le sujet de du cours d'après la semaine prochaine, mais qui sous-tend l'ensemble de la pensée de Dogen. Nous reviendrons bien sûr sur ce thème. Les phrases suivantes développent, semble-t-il, la même idée sur l'Acharya en le ramenant à l'identité avec les Bouddhas. Je continue de lire Dogen, n'est-ce pas? Il s'agit d'une pratique studieuse, Sangaku, en égalité une. Il faut lire Itto ici. Et parce que la pratique studieuse est en égalité unifiante, Itto Narunga Yueni, le seul un Bouddha avec un Bouddha est l'aspect réel des entités. Constamment, Dogen, je vais vous faire un petit résumé à la fin en caractère latin pour que vous voyiez mieux, n'est-ce pas? Dogen s'amuse à, puisque nous sommes dans les incités telles quelles, établir des incités entre les incités elles-mêmes et l'énonciation du Sutra du Lotus. Il mélange fragment par fragment des locutions du Sutra du Lotus avec d'autres pour établir des égalités. Yuibutsu, Yobutsu, c'est le début de la phrase. Seul un Bouddha peut scruter avec un autre Bouddha, mais il l'arrache du contexte, il en fait une espèce de brique de son Lego, de son prédicatif, et il l'identifie au Shohojisso, c'est-à-dire à l'aspect réel des entités. Vous voyez que c'est encore une fois un jeu constant avec la lettre du sutra. Comme on peut s'en douter, il serait bien difficile de tenter ne serait-ce que de résumer ce sermon. Cela nous mènerait à nous écarter trop loin du but de notre enquête, malgré l'intérêt du sujet. Notre but est de montrer l'usage qu'il fait des rapports langagiers afin de développer sa pensée. Nous allons donc nous cantonner à quelques passages exemplaires de sa méthode, tout en nous arrêtant aussi à des énoncés qui donnent des indications sur les intentions plus précises de Dogen. Nous pouvons diviser ce sermon en deux grandes parties avec une transition. Une première partie qui se présente comme une exégèse foisonnante, vous en avez un exemple ici, de la lettre scripturaire. Ensuite, une sorte de transition qui clarifie la position de Dogen sur la nature des expédients et il va en profiter pour faire un tour d'horizon des trois doctrines de la Chine et du Japon. Et ensuite, une seconde partie centrée sur les enseignements des maîtres de Chan chinois qui montre une nette séparation de l'exégèse intégrée de la première partie. Dans cette seconde partie, l'occultation relative de la lettre du sutra ne doit pas faire oublier la préoccupation première, la mise en évidence de l'aspect réel des entités, c'est le titre du sermon, qui est présenté comme inséparable de la méthode de pratique et de prédication des maîtres Chan évoqués par Dogen. Viendra ensuite la très brève conclusion qui réunira les deux parties, où l'on comprendra pourquoi il est question des Bouddhas patriarches dès les premiers mots du sermon, puisque c'est la lignée de transmission qui constitue la préoccupation fondamentale du maître derrière tout cela. Voyons d'abord comment Dogen poursuit sa combinatoire exégétique. Voilà, je voulais
je vais vous lire de façon assez... ceux qui peuvent suivre le texte japonais, je vais vous donner ma traduction, et puis ensuite nous regardons... je vous donne ici la liste des égalités, donc des incités que poursuit Dogen en faisant une liste d'équivalence à travers, en faisant permuter à chaque fois, que vous voyez, ce sont les mêmes termes, mais qui sont permutés. Et c'est ça qui est très important pour comprendre la suite. Alors, voici le texte. L'aspect réel des entités est seul un Bouddha avec un Bouddha. Ensuite, seul un Bouddha est l'aspect réel. Ensuite, avec un Bouddha est les entités. En entendant Monju, vous voyez le mot Monju qui est ici, qui veut dire, qui est l'équivalent de Doshu tout à l'heure. En entendant le mot, encore une fois, Do, Michi, les entités, il ne faut pas l'approcher comme un ni comme multiple. En entendant le mot aspect réel, il ne faut pas le comprendre, Gaku, comme inanité ou vide, n'est-ce pas, Kyo, ni comme nature, Sho. Le réel est seul un Bouddha. Ensuite, l'aspect est avec un Bouddha. Ensuite, peut alors, Naino, est seul un Bouddha. Scruter jusqu'au bout est avec un Bouddha. Les entités sont seul un Bouddha. L'aspect réel est avec un Bouddha. Que les entités soient bel et bien les entités, nous l'appelons seul un Bouddha. Que les entités soient en ce moment même, Imashi, l'aspect réel, nous l'appelons avec un Bouddha. Bon, voici à peu près la liste que cela fait. C'est un passage proprement ébouriffant que tout lecteur de Dogen estimera typique de son style combinatoire. Nous voyons qu'il se livre à une sorte de permutation kabbalistique d'un type systématique qui semble à première vue extravagante. Or, si nous regardons les traités du Tendai, nous nous apercevons que ce type de permutation est bien attesté dans la méthode scolastique. Elle se trouve dans les textes de Jui Chingi Tendai Daishi, le fondateur du VIe siècle, mais aussi dans le premier compendium scolastique Tendai rédigé au Japon, dont je vous donne le titre ici, le compendium des doctrines de l'école du Lotus, Tendai de Gishin, c'est-à-dire le disciple de Saicho, du fondateur de Tendai. Nous n'aurons pas le temps d'exposer la savante doctrine des correspondances entre les 10 incités et les 3 vérités, parce que ces permutations servent à ça, n'est-ce pas? Je préfère ne pas m'étendre dessus pour l'instant, mais vous voyez que, pour prendre le premier exemple, la citation canonique « Nyose so », ici, vous voyez que c'est « se so nyo », ensuite ça devient « Nyose so », qui est la permutation canonique, et ensuite So Nyose. Gishin, suivant le maître du Tendai, s'amuse à permuter les 3 composantes de ce texte canonique pour en faire une sorte de combinatoire tout à fait reçu dans l'ensemble du Tendai. Je vous donne l'explication qu'en donne Gishin ici. Pourquoi ces 3 alternances? C'est afin de faciliter le sens de la compréhension des 3 vérités que distingue aussi le Tendai. Vous avez les 2 vérités et les 3 vérités. Ku, Ke, Chu, la vérité de la vacuité, la vérité de la conditionnalité, c'est-à-dire du phénoménal, et la médianité, vous vous souvenez ce que je vous ai dit de Nagarjuna la dernière fois, qui est le moyen terme entre ces 2 extrémités et qui est la vérité absolue du Tendai. Donc ces 3 permutations, puisque vous avez des 3 caractères, vous avez des séries de permutations, en réalité, ça nous mène dans une pratique contemplative propre au Tendai qui est extrêmement complexe. Je n'insiste pas là-dessus. Donc il faut se garder d'aller plus loin, mais vous voyez qu'il est important de comprendre que ces permutations ou alternances, que Gishin appelle ten, n'est-ce pas, Kurikaeru, sont en réalité des méthodes de méditation, encore une fois fondées sur cette exégèse par contemplation de la pensée, Kanjin Shaku, vous vous en souvenez, j'en ai parlé la dernière fois, puisque nous voyons que c'est la lettre du sutra qui est l'objet de cette permutation.
En se livrant à la, voici la conclusion, n'est-ce pas, de ce passage un peu complexe, en se livrant à la combinatoire que nous avons vue dans l'extrait précédent, Dogen ne fait que prolonger cette méthode de permutation fondée sur les doctrines du patriarche du Tiantai. Si nous passons quelques lignes, nous voyons que Dogen poursuit cet exercice de permutation selon le même esprit, et nous comprenons qu'il a trouvé dans la méthode scolastique Tendai la base de sa liberté herméneutique. Prenons ce passage comme typique de ce jeu en souveraine liberté, n'est-ce pas? C'est vraiment un jeu yuge, le terme bouddhique, de même que les Bouddhas et les Bodhisattvas jouent avec les pouvoirs surnaturels, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle yuge jizai, la maîtrise du jeu, phénoménal, eh bien c'est la même chose ici avec le langage. Je vous redonne un petit aperçu. Bon, je pense que c'est le dernier, rassurez-vous, n'est-ce pas? Donc, peut alors scruter jusqu'au bout, n'est-ce pas? Naino Kujin est l'aspect réel des entités. L'aspect réel des entités est l'aspect tel qu'il est, Nyoseso. L'aspect tel qu'il est, Nyoseso, est pouvoir alors scruter jusqu'au bout la nature telle qu'elle est. La nature telle qu'elle est, etc., etc. Vous voyez que nous avons exactement la même chose, et nous continuons ainsi jusqu'à la dernière combinaison. La rétribution telle qu'elle est, pouvoir alors scruter jusqu'au bout la parfaite égalité de la rétribution telle qu'elle est pouvoir alors scruter jusqu'au bout la parfaite égalité de l'origine et de la fin. La mention d'Oshu de celle-ci est bel et bien l'inciter en sa réalisation, Genjo no Nyose Nari, et vous voyez l'inciter en sa réalisation, son actualisation. Dogen mélange un terme qui n'est pas dans ce sens dans le Sutra du Lotus, la réalisation. Nous avons vu que c'était dès le début de ce terme, le Genjo Koan, qui est un terme spécifique du zen de Dogen avec un terme spécifique du lotus Nyose. Ici encore, Dogen se laisse aller à une autre sorte de permutation. Oui, je passe dessus, mais vous voyez que c'est une permutation progressive, n'est-ce pas? Par glissement systématique et progressif d'une incité à l'autre. Et nous voyons que l'aboutissement, Genjo no Nyose, est une reprise modifiée de la première proposition du sermon. Busso no Genjo wa Gujin no Jisso Nari, la réalisation, la présentisation des Bouddhas et patriarches est l'aspect réel scruté jusqu'au bout. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas loin de sa préoccupation fondamentale, qui est le statut même de la prédication et du prédicant, le prédicant étant la prédication et la prédication étant le prédicant. On verra ça dans la prédication de l'inanimé. Il convient de se rappeler cette identification. Avant d'aborder un premier tournant dans la progression du sermon, voyons brièvement, bien qu'il soit très difficile de le faire brièvement dans ce passage, tant ce passage est délicat, un paragraphe qui nous donne un excellent exemple du jeu langagier de Dogen, bien qu'il soit délicat de l'interpréter trop formellement. Là, encore une fois, c'est quelque chose que je suggère, mais je pense que les arguments sont convaincants. Il part d'une citation du Lotus provenant des stances qui suivent la liste des identités. C'est ce que j'ai mis entre guillemets ici, n'est-ce pas? Gakyu Jippo Butsu Naino Chizeji. Alors, la citation, « Moi-même et les éveillés des 10 Orients avons pu alors prendre connaissance de ces choses. » Et Dogen poursuit. « S'il en est ainsi, le moment précis, je passe sur ce terme de cet idiolecte Chan, le moment précis du pouvoir alors scruter jusqu'au bout est le moment précis du pouvoir alors prendre connaissance de ces choses. Ils sont pareillement, des faces, men, du temps de l'étang, Euji. Un terme fondamental chez Dogen, je ne peux pas m'y arrêter ici. Donc, si l'on pose différence ou identité entre moi et Bouddha des 10 Orients, comment ferions-nous se réaliser l'énonciation d'Oshu, n'est-ce pas, de l'énonciation de « et les Bouddhas des 10 Orients ». C'est parce que, ici précisément, les 10 Orients n'existent pas, que les 10 Orients sont précisément ici. Et alors,
c'est jusqu'à peu près à la moitié de cette citation. Et ensuite, la citation continue avec Koko Omote. De ce fait, ce que j'ai traduit par l'entrevue, vous voyez, je traduis littéralement shoken, c'est-à-dire voir mutuellement, voir entre soi. Entrevue désigne d'abord le fait, non pas d'entrevoir à travers quelque chose, mais de se voir l'un l'autre. Donc, de ce fait, l'entrevue de l'aspect réel avec les entités, Jiso no shoho ni shokensu to iu wa, haru wa hana ni iri, hito wa haru ni au, tsuki wa tsuki o terashi, hito wa onore ni au. Je vous le redis pour que vous sentiez bien le vocabulaire. Alors, cette entrevue avec l'aspect réel avec les entités, c'est le printemps qui pénètre les fleurs et l'homme qui rencontre le printemps. C'est la lune qui éclaire la lune et l'homme qui se rencontre lui-même. Ou bien encore, l'homme qui contemple l'eau, selon un manuscrit, c'est le feu, mais je pense que l'eau, c'est plus satisfaisant ici. Les deux caractères se ressemblent un peu. Donc, ou bien encore, c'est l'homme qui contemple l'eau, et de la même façon le principe de l'entrevue, Shokenchi Dori. J'attire votre attention. Shokenchi no Dori Nari, c'est exactement comme tout à l'heure avec Iwayuru et Do. C'est-à-dire que le no de Dori reprend en réalité le chi que tous les Japonais liraient comme Soko, n'est-ce pas? On pourrait dire le fond de l'entrevue. Pas du tout. Ce chi, Soko, est un mot outil chinois équivalent au da moderne, n'est-ce pas? C'est comme no en japonais. Et donc, Dogen glose le chi par no. Alors, la conclusion de ce passage mérite d'être donnée car elle revient à la préoccupation lignagère de Dogen. Pour cette raison, la pratique studieuse de l'aspect réel sur l'aspect réel est considérée comme la transmission des Bouddhas patriarches aux patriarches. C'est l'annonciation, Juki Nari, c'est l'annonciation des entités aux entités. Texte très, très, très important. Remarquons d'abord, sans que l'on puisse être trop formel, puisqu'il y a évidemment, ça repose sur la tradition manuscrite, le jeu du texte, vous le voyez bien, n'est-ce pas, la troisième ligne avant la fin, tsuki, vous avez le dernier mot, c'est le caractère chinois pour tsuki, la lune, et ensuite, tsuki wa tsuki o terashi, c'est-à-dire la lune est réécrite en caractère syllabique. De même, vous aviez tout à l'heure, troisième ligne, début de la troisième ligne, avant la fin, haru wa hana ni iri, hito wa haru ni au. Haru, shun, écrit en caractère chinois, et ensuite en caractère japonais, en syllabes japonais. Quel peut bien être le sens de cette alternance? Sinon un écho du waka comme pratique bouddhique. Que nous ayons ici deux des mots majeurs du waka de Dogen, vous vous souvenez, haru wa hana et aki wa tsuki, le printemps c'est la fleur, et l'automne c'est la lune. La mention de haru en kanji est, dirons-nous, une sorte de métalangage. Sa reformulation après en kana est l'inscription dans le paysage japonais et dans la poésie chinoise, dans la poésie japonaise. Paysage et poésie. Nous avons vu, c'est le sens profond du discours de Kawabata. Et c'est exactement la même chose. Si notre interprétation est exacte, cette incidente est en fait au cœur de la conception langagière de Dogen. Elle est en tout cas une manifestation concrète éminemment remarquable. Le texte est ici, n'est-ce pas? Nous n'en finirions pas d'expliciter les deux propositions sur l'homme qui rencontre le printemps et l'homme qui se rencontre lui-même. N'oublions pas que l'auteur d'un waka, lorsqu'il est inconnu, est décrit comme hito, l'homme, c'est le mot qui est ici. Par exemple, yomu hito shirazu, on ne sait pas qui l'a composé. De même que le protagoniste d'un waka, lorsqu'un sujet est mentionné, c'est le plus souvent hito. C'est soit quelqu'un à qui l'on pense ou quelqu'un qui fait quelque chose. On n'a pratiquement jamais de pronom personnel dans le waka. Le seul être exprimé, c'est hito. Que la lune soit le signe de la rencontre avec soi-même. Vous voyez que c'est très intéressant. Le hito wa haru ni au, l'homme rencontre le printemps, mais ensuite,
pour la lune, c'est, on s'attendrait à ce que ce soit Shitowa Tsuki Niau, mais c'est Shitowa Honore Niau, rencontre avec soi-même. Là aussi, ce n'est pas la peine de revenir sur ce que nous avons amplement démontré au cours des 2 premières années, à savoir que la lune est la métaphore de l'esprit éveillé, et parfois aussi du Bouddha, et forcément aussi de la nature de Bouddha. C'est le Busho qui est au-dedans de nous. Et vous savez, lorsque l'on traduit Namini Kudaku Tsuki no Kage, le reflet de la lune qui se fragmente sur les vagues, eh bien c'est cette nature originelle du Bouddha, foncièrement une, mais qui est dispersée dans le phénoménal. On comprend alors ce que cette rencontre lunaire avec soi-même peut signifier ici. Mais un dernier point de ce passage retient notre attention. Nous avions, dans les premières lignes du sermon, manifesté quelques surprises à la lecture de l'incité. C'est la lignée de transmission telle qu'elle, que je vous donne ici, et l'annonciation telle qu'elle. Une incité concoctée par Dogen, dont la pertinence nous échappait à première vue. Que les 2 termes de transmission, shiho, ou lignée de loi, et annonciation, zuki, je reprends le mot annonciation parce que je n'ai pas, ça nous entraînerait trop loin, je trouve très pratique. On peut dire prophétie, prédiction, etc. Mais c'est vraiment l'annonce. L'annonce, c'est pas assez, c'est trop vague, n'est-ce pas? Ça pourrait penser à une annonce radiophonique. Donc l'annonciation a un contexte religieux en Europe, mais c'est aussi un contexte religieux. C'est le Bouddha qui annonce à quelqu'un que, contre toute apparence, maintenant dans la condition où il est maintenant, contre toute apparence, il deviendra un jour Bouddha. C'est un terme très précis. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une prédiction, c'est les pouvoirs surnaturels du Bouddha qui lui permettent de voir et de rapporter ce qu'il voit. Donc, que ces 2 termes de transmission et d'annonciation soient ici repris successivement, sous le chapeau de Kono Iweni, en plus, pour cette raison, après cette excursion dans l'inanimé, insérée dans l'animé, n'est-ce pas? Haru, Tsuki, Shito, lune, printemps, lune, homme. Nous en disons tout d'abord sur l'aspect mûrement réfléchi de ce sermon dogenien, puisque nous voyons qu'il suit soigneusement le programme qu'il donne d'emblée dans la liste d'incités qui aurait pu paraître arbitraire. Ce ne sont pas du tout les propos d'Ivrogne dont le taxait un grand spécialiste du bouddhisme chinois. Et ensuite sur les implications doctrinales. Que ce soit les entités ici qui confèrent l'annonciation, les choses donc si vous voulez, immédiatement après l'évocation des lignées de patriarches, dans le prolongement du propos sur la lune au sein de l'homme, ne peut apparaître que comme une évocation de l'obtention future de la bouddhéité, non seulement chez l'homme, mais aussi chez l'inanimé. Que ce soit l'inanimé des entités qui confère l'annonciation est compréhensible si l'on considère que l'inanimé est capable de prêcher la loi. Mujo Seppo, c'est le titre du sermon que nous allons voir bientôt. Nous voyons donc ici l'extrême cohérence du propos de Dogen. Nous sommes obligés de passer à travers ce texte au galop, ce qui nous amène bien sûr à négliger une quantité de choses fondamentales. Rappelons toutefois qu'il est parsemé, jusqu'à la fin, de citations du Sutra du Lotus, en plus de celle qui est donnée au début. Citation tirée du chapitre 2, le Hobembon, mais aussi d'autres chapitres, jusqu'à ce que Dogen fasse intervenir une autre citation, toujours lotusienne, qui va donner une nouvelle inflexion au développement de son argumentation. Je vous la donne ici. En réalité, ce sont les 2 derniers, c'est le second paragraphe, n'est-ce pas? Ce sont les 8 derniers caractères qui sont pertinents. Kaiho Benmon et Jishinjiso. Donc, je vous donne la traduction de l'ensemble. C'est que l'éveil complet et parfait, sans supérieur, de l'ensemble des êtres d'éveil relève toujours de ce sutra. Mina konokyo ni zokusu, shizoku shikyo. Ce qui va être aussi un terme commenté en long et en large par Dogen, mais je ne peux qu'en faire l'économie ici. Et voici la citation, qui ouvre la porte des expédients, Kai Hobenmon, pour y montrer l'aspect réel authentique. Donc, Hoben no kado hirakite, shinjisu ou shinnojiso shimesu. Rappelons que le verbe ouvrir
ce n'est pas ouvrir la porte pour que tout le monde puisse entrer ici, ça signifie montrer l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un sens très précis dans le Tendai, c'est montrer le réel derrière le circonstanciel. Bien que ces citations soient tirées du chapitre 10 du Lotus, le maître de loi, Hoshihon, Dogen la reprend à propos du chapitre 2, et il va en faire l'instrument d'une autre dimension de sa critique, dont on sait qu'elle portait volontiers sur les maîtres rivaux de son maître chinois, Zhujing, Nyojo. Ici, avec cette citation, il va s'en prendre aux autres religions de la Chine, au nom du bouddhisme et de l'orthodoxie, de la lignée correcte du bouddhisme. Ce développement va se faire après un assez long exposé sur le sens d'ouvrir la porte des expédients pour montrer l'aspect réel authentique. Je vous donne ici la conclusion. Brandir la fleur, le visage fendu, sous-entendu d'un sourire, le salut rendu et la moelle obtenue, c'est télégraphique tout cela. Tout cela relève de ce sutra qui ouvre la porte des expédients pour y montrer l'aspect réel authentique. Dans cette phrase, dont on remarquera qu'elle révèle le même procédé familier de kundoku paradoxal, c'est-à-dire de lecture explicative, n'est-ce pas? Dogen se livre, puisque ici il dit Kaiho Benmon Shinjishiso Nari, le fait d'ouvrir ce sont deux mots deux expressions juxtaposées en chinois. Ici, il en fait un sujet et un prédicat. Et ici, Dogen se livre à une véritable synthèse du zen et du lotus en mêlant étroitement, en enchevêtrant les allusions abrégées à la scène de la transmission à Mahakashyapa avec la lettre du sutra du lotus. La transmission à Mahakashyapa, vous savez, le Bouddha brandit une fleur, Nenge, Mahakashyapa a le visage fendu d'un sourire, n'est-ce pas? Et le Bouddha lui transmet le Shobo Genzo, n'est-ce pas? Le trésor, le réceptacle de la loi. Cette synthèse est rendue d'autant plus facile en sino-japonais, il faut le souligner, que le mot lotus, dans le sutra du lotus, ne figure pas dans le titre usuel du sutra. Hokkekyo, il n'y a pas de lotus dedans. Le titre complet, c'est Myoho Rengekyo, mais toujours au Japon, constamment, à moins d'un motif spécial, on dit Hokkekyo, c'est-à-dire Nori no Hana. C'est la fleur de la loi. Et rendu dans la poésie japonaise par Nori no Hana, c'est-à-dire que toute fleur est susceptible d'être le lotus. Et celle devant Mahakashyapa, la fleur bondie devant Mahakashyapa, ici on voit bien, c'est le sutra du lotus. Konokyo no Zokunari dit Tomoni Mina, alors Tomoni Kaizoku Shikyo, Konokyo no Zokunari, cela a à voir avec ce sutra du lotus. Synthèse tout à fait inouïe en Chine du lotus, donc, et par de l'interprétation Tendai du lotus avec le zen. Et on voit donc toutes les paradoxes qui peuvent naître de cette ambiguïté dans une scène qui prône, n'oubliez pas pour les adeptes du Chan, n'est-ce pas, c'est le Kyoge Betsuden, c'est-à-dire qu'il y a une autre transmission en dehors des sutras et de l'enseignement. Or, dans cette scène fondamentale du Chan, eh bien, le Kyoge Betsuden, il y a une transmission en dehors de l'enseignement des sutras, devient Mina Konokyo no Zokunari. Mais nous le disions, Dogen va se servir de cette citation comme arme contre une vision courante en Chine, comme au Japon, dans laquelle les trois doctrines, Sangyo, Mitsuno Oshie, n'est-ce pas, c'est-à-dire le Ju, Do, Butsu, le Jukyo, la doctrine confucianiste, Dokyo, la doctrine du taoïsme, et Bukkyo, la doctrine du Bouddha, le bouddhisme. Et très souvent, en Chine comme au Japon, les deux doctrines chinoises, le taoïsme et le confucianisme et le bouddhisme plus exactement, sont considérés comme une sorte d'ascension graduelle vers une vérité toujours supérieure, les deux doctrines chinoises constituant des étapes préparatoires. Une telle vision s'inscrit bien dans le concept de classification doctrinale, c'est ce que j'ai mis dans le premier paragraphe, ce qu'on appelle Hangyo, Kyohan, Kyoso, Hanjaku, qui est non pas particulière, mais singulièrement cultivée par le Tendai.
Mais mentionnons, pour mémoire, j'en ai déjà parlé, nous avons longuement parlé lors du cours sur Kukai, que vous avez deux grands traités, un chinois et un japonais, ou plutôt chronologiquement un japonais et un chinois, qui traitent de ces trois doctrines, le Sango Shiki de Kukai et le Gennin Long, à la recherche de l'homme de Tsongmi, que j'ai traduit il y a bien longtemps de cela. Et Tsongmi en particulier, le religieux Shumitsu, qui est du IXe siècle, postérieur à Kukai, Zongmi accorde une certaine valeur salvifique aux deux doctrines chinoises, alors que Kukai est beaucoup plus sévère, vous vous en souvenez peut-être. Donc Dogen s'inscrit ici dans la lignée intellectuelle de Kukai en n'accordant pas de valeur salvifique aux deux religions chinoises. Cela est très cohérent avec notre idée selon laquelle les Japonais ont cherché et trouvé dans le bouddhisme la justification d'une indépendance culturelle japonaise, le bouddhisme venu de l'Inde étant infiniment supérieur aux enseignements qui forment la base de la culture chinoise. Et ici encore, comme tout à l'heure, pour ce qui est de la poésie, on peut retrouver un écho des idées de Jien, qui associe étroitement langue japonaise et doctrine bouddhique par-delà l'expression chinoise. Lorsque je n'ai pas parler de ça, mais lorsque Tsuki ou Haru est écrit d'un côté en caractère chinois et repris après en syllabes japonaises, Dogen ne fait que suivre un texte très précis de Jien, justement, qu'il a connu certainement, puisqu'ils étaient de familles relativement proches, et donc il a sans doute connu ses écrits, et les idées en tout cas, où Jien argue du fait que le japonais s'écrit en kana pour le rapprocher du sanskrit, par-delà le chinois qui ne s'écrit qu'en caractère. On a longuement parlé de cela, mais là aussi, on retrouve aussi une influence de Jien. Mais chez Dogen, la ligne de partage ne passe pas entre langue et écriture, comme chez Jien, mais entre confucianisme et taoïsme d'un côté et bouddhisme de l'autre, au sein même de la tradition indienne. On peut voir très clairement, d'après la transition par l'expression canonique, révéler la nature des expédients pour montrer l'aspect réel authentique, que les deux doctrines chinoises sont comprises parmi les expédients bouddhiques. Ce sont des hoben. Et cela est d'ailleurs confirmé par l'expression que je n'ai pas ici, mais qui est donnée plusieurs fois par Dogen dans ce sermon, Nijo Gedo, les deux véhicules et les maîtres et les voies hétérodoxes, qu'il emploie aussi à la fin de ses passages, puisque les deux véhicules sont effectivement l'objet du dépassement prôné par le chapitre 2 du Sutra du Lotus, les deux véhicules, c'est-à-dire le véhicule des auditeurs, le petit véhicule, et le véhicule des Bouddhas pour soi, des pratiques à Bouddha, et les hétérodoxes. Gedo, normalement, ce sont les brahmanes, si vous voulez, les tenants de la religion indienne traditionnelle, mais ici, on voit bien que pour Dogen, Gedo, c'est le bouddhisme, c'est le taoïsme et le confucianisme. Il les adapte, ce ne sont plus les doctrines non bouddhiques de l'Inde, mais les chinoises. Et voyons ce passage, qui commence par Shika Aledo. Alors, j'aime bien le... Ah, est-ce que... Oui, Shika Adoni. Alors, Kondai Daisokoku, on fait lire Tosen, mais évidemment on peut lire aussi Zusan, et c'est bien plus parlant en japonais, Zusan no Tomogara, n'est-ce pas? Rakusho Shirazu, Hojo Mizu. Et cependant, c'est-à-dire malgré la révélation de la nature expédientielle de ces doctrines, une bande d'analphabètes, Zusan no Tomogara, je pense qu'on peut traduire comme cela, des gens qui sont incapables de bien manipuler un texte, n'est-ce pas? Une bande, et Tomogara, c'est très méprisant, donc une bande d'analphabètes, de nos jours, dans le grand empire des Song, ne connaissant nul recours, rakusho, on pourrait le traduire aussi par point de chute, comme Mademoiselle Orimo, et ne voyant pas le lieu du trésor. Alors ça, c'est amusant. Hosho, Dogen l'emploie tout naturellement, mais c'est un texte très précis, c'est une allusion très précise au chapitre 7 du Sutra du Lotus sur la ville fantasmagorique, Keijo-hon, n'est-ce pas? C'est le lieu du trésor, c'est le lieu vers lequel va la caravane qui doit s'arrêter à un moment dans cette ville magique. Hosho, c'est un terme lotusien. Donc, ne voyant pas le lieu du trésor, tiennent pour discours inan
vide les propos sur l'aspect réel, et vont de surcroît étudier les propos de Lao Tzu et Chuang-Tzu qu'ils tiennent pour concordants hissés avec la grande voix des Bouddhas et patriarches. Ils vont jusqu'à assurer que les trois enseignements concordent forcément entre eux, ou bien qu'ils sont comme les trois pieds d'un trépied, qui s'effondrerait si l'un des trois venait à manquer. Comble de la bêtise que l'on ne saurait à quoi comparer. Dogen semble sincèrement indigné, vous le voyez, par cette idée déjà bien implantée en Chine et qui allait se répandre au fil des siècles, particulièrement sous les Ming, de la concordance des trois enseignements, Sankyo Ichi, c'est un terme qui intervient. Il la tourne en dérision en ces termes. Oui. Si l'on ne sait jamais en qui. Oui, voilà. Donc, oui, bon. Imada, Jukyo Dokyo, Shintankoku, c'est l'Inde. Nitobura wazareba, Butsudo no Fusoku to iwazu. Busoku to iwazu. Si l'on ne sait jamais en qui d'elle en Inde, on ne dira pas que c'est un défaut de la part du bouddhisme. Si ces trois enseignements étaient immanquablement convergents, vous voyez, Sankyo Ichi, c'est le terme reçu, étaient immanquablement convergents, au moment où la loi du Bouddha allait apparaître, l'école des confucianistes, la doctrine du Tao, aurait dû aussi apparaître en même temps dans l'Inde à l'époque du Bouddha, puisque ce sont les mêmes. Le bouddhisme, répète-t-il avec la même indignation, je ne sais pas. Le bouddhisme, donc, est né en Inde. C'est Buppowa Saiten o Hontoseri. Il n'a donc rien à voir avec les enseignements chinois. Et une expression comme la concordance des trois enseignements, encore une fois, Sankyo Ichi no Kotoba, Shojisu no Gonnon ni Oyobazu, ce n'est même pas du langage enfantin, n'est-ce pas? Les gens qui disent ça, c'est une bande de destructeurs de la loi, et Buppo no Tomogara Nari. Il est vrai que ce semble être aussi l'avis du maître chinois de Dogen, Zhu Jing, mais son disciple japonais partage largement cette idée, déjà présente dans le Japon d'avant lui. À partir d'ici, le sermon de Dogen va se concentrer sur les enseignements des divers maîtres de Chan, il change d'orientation, qu'il s'est choisi comme référence. C'est la seconde partie du sermon, je ne vais pas y insister. Et l'on note l'accentuation dans son discours des traits langagiers propres à l'idiolecte, à la langue du Chan ou du Zen, au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'exégèse paradoxale du lotus. Il passe, pour ainsi dire, du rôle du scoliaste excentrique du Tendai à celui de maître de Chan. On remarquera cependant qu'il continue à faire des allusions au lotus et de brèves citations du sutra. Nous passons à travers le foisonnant discours pour arriver à la fin, où nous voyons répéter une idée esquissée à plusieurs reprises précédemment, celle de la rectitude de la lignée d'enseignement du Zen, qui constitue en elle-même l'aspect réel. Le deuxième paragraphe, Shirubeshi, Jisso wa chakuchaku, Sosho no shomyaku nari. Il faut donc savoir, Shirubeshi, avec le Shirubeshi en tête, n'est-ce pas, ça donne plus de force, il faut donc savoir que l'aspect réel est la droite lignée de la transmission légitime. Et nous comprenons ainsi le sens de la dernière incité paradoxale énumérée par Dogen au début de son sermon, c'est la droiture vertueuse des pins et des bambous tels quels. Ce que je vous ai mis en 3 encore, je répète ça. La droiture et la rectitude, sho, n'est-ce pas, le sho myaku, tadashi, à laquelle il fait allusion, est celle de sa lignée d'enseignement. Nous voyons donc que son sermon est très loin d'être une glossolalie exaltée. Il annonce, oserons-nous dire, la couleur dès le début, et il suit très minutieusement le programme qu'il s'est imposé à partir d'un décalage, d'une altération de l'exégèse Tendai traditionnelle. Il utilise le lotus pour légitimer le zen, ce qui est très fort à mon sens. Et il va plus loin encore dans sa toute dernière ligne, reprenant jusqu'au bout, Gujin pourrait-on dire, l'idée de l'annonciation à laquelle il a fait par 2 fois allusion. Les entités sont seul le Bouddha avec un Bouddha, scruté et pratiqué jusqu'à son terme. Seul un Bouddha avec un Bouddha, c'est l'incité des marques principales et secondaires. Il y a dans des marques principales et secondaires. Ah oui, alors c'est l'incité des marques principales et secondaires caractérisant le corps d'un Bouddha. Vous voyez les derniers mots du quatrième paragraphe.
Yuibutsu Yobutsu wa Nyose Sogo Nari. Or, qu'est-ce que c'est les marques principales et secondaires? Ce sont les 32 marques principales et les 80 marques secondaires qui constituent le corps surnaturel, surhumain du Bouddha. Vous voyez que la fin mène à l'identification des entités, des Bouddhas et des patriarches de la lignée du Zen. Il y a dans ce sermon, d'ailleurs, en plus, je vous le donne à la fin, une proposition singulière sur laquelle je ne me suis pas étendu, à propos de la citation sur l'ouverture de la porte des expédients, et proposition sur laquelle Dogen n'insiste pas. Il se contente de la lancer sans la commenter. Kyo wa ujo nyarazu, kyo wa mujo nyarazu. Le sutra ne relève pas de l'animé, le sutra ne relève pas de l'inanimé. Ici encore, nul caprice excentrique. Nous allons voir au prochain cours que cette idée de l'inanimé est une préoccupation majeure de Dogen. Je vous laisse sur ce suspens insoutenable jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup.